Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hicham Mourad. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous analyser les nouvelles et les reportages qu'on va présenter. Et bien sûr, le thème principal sera fixé sur la visite officielle du président Abdel Fattah al-Sisi en France. Nous commençons avec cette nouvelle qu'il s'agit du vote à la deuxième phase du deuxième tour des élections législatives 2020 qui a commencé ce matin en Égypte. Ce second tour inclut 13 gouvernorats dans le Caire, Suez, le Sinaï du Nord et le Sinaï du Sud. Parallèlement, les expatriés égyptiens poursuivent ce lundi, au troisième et dernier jour, le vote à la deuxième phase du second tour des législatives. Une cellule d'opération a été mise en place relevant du ministère de l'Immigration pour suivre le vote des expatriés égyptiens. Voilà. Qu'attendez-vous du nouveau Parlement? Je veux dire, le peuple égyptien. Qu'est-ce qu'on attend exactement? D'abord, il y a eu plusieurs changements dans la composition de ce Parlement. Bon, on attend la dernière phase de l'élection qui est en cours. Et le rôle principal du Parlement, je peux le résumer en deux fonctions principales ou deux prérogatives principales. Et la première, c'est bien sûr pouvoir proposer des législations, des projets de loi qui, bien sûr, peuvent faire avance la vie sociale, économique de la population. Donc, concernant je dirais, la gestion du développement économique et social de la société égyptienne, ça c'est un rôle principal, c'est-à-dire le pouvoir de proposer des projets de loi. La deuxième fonction principale, c'est bien sûr le contrôle ou la supervision de l'action du gouvernement. Ça, c'est bien sûr, c'est très important parce que c'est l'œil de la population qui a choisi ce Parlement sur la performance du gouvernement, sur les différents aspects, bien entendu, notamment tous ces aspects qui sont liés à la vie quotidienne des Égyptiens, plus qu'autre chose. Tout ce qui peut éventuellement impacter la vie économique, la vie sociale des Égyptiens, et bien sûr, il y en a plein d'acteurs concernant la santé, l'éducation, la gestion quotidienne, les infrastructures, etc. Tout ça, bien sûr, c'est l'œil de la population sur l'action du gouvernement, c'est un rôle principal, et le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire proposer, et pas seulement attendre que le gouvernement propose des projets de loi, mais aussi prendre l'initiative de faire des propositions selon l'intérêt qu'ils perçoivent, puisqu'ils ont été choisis par la population directement. Donc, ils savent mieux que d'autres les intérêts et les enjeux qui concernent cette population. En plus, ils écoutent la rue. Bien sûr. Ils sont là dans la rue pour écouter chacun dans sa circonscription, chaque député dans sa circonscription, il sait exactement quelles sont les priorités, les besoins de la population. Il propose et il se concerte avec les autres députés pour faire une sorte de proposition, enfin une force de proposition vis-à-vis du gouvernement. Très bien. Bon, une deuxième nouvelle locale. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a souligné que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu hier soir, au début de sa visite officielle en France, avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au siège du Quai d'Orsay. L'entretien a été suivi d'un dîner en l'honneur du chef de l'État. Le chef de l'État a examiné avec M. Le Drian tous les secteurs de coopération entre les deux pays, ainsi que les opportunités disponibles pour les compagnies françaises désireuses d'investir en Égypte, ainsi que la hausse de l'échange commercial et la coordination des positions politiques des deux pays. Dr Hicham, un bref aperçu sur cette rencontre entre le président Abdel Fattah al-Sisi et Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui a eu lieu hier soir, bien sûr. C'est une sorte de rencontre, je dirais presque exploratoire et de préparation au sommet qui a eu lieu le lendemain matin entre le président Abdel Fattah al-Sisi et Emmanuel Macron, son homologue français. Bien sûr, il y avait un vaste programme. Vous avez bien sûr, vous l'avez justement cité, il y avait d'abord les rapports bilatéraux entre les deux pays, donc la coopération économique, éventuellement attirer les investissements français en Égypte, surtout qu'on est en période de Covid-19, donc il y a un ralentissement commercial et économique, et
une visite présidentielle aura l'impact de pousser et d'encourager cette coopération, relancer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Et ça, du côté bilatéral, mais il y a également plusieurs dossiers régionaux qui ont été bien sûr à l'ordre du jour. Notamment, on peut en parler un peu en détail. Il y a bien sûr la question de la Méditerranée orientale et la question de l'exploitation du gaz naturel. Et il y a bien sûr le conflit en Libye, il y a la question palestinienne, il y a la question de la Syrie, il y a l'immigration illégale. Voilà, il y a également la lutte contre le terrorisme, c'est également parmi les sujets débattus également. Donc il y a un vaste programme, je dirais. De toute façon, on va parler en détail dans la dernière partie de cette émission. L'Égypte est l'une des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020 et elle a réussi jusqu'ici à surmonter les répercussions du Covid-19, a estimé l'agence de presse américaine Bloomberg. Salih Hamed et Perihan Farou nous donnent les détails. L'Égypte est l'une des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020 et a réussi jusqu'ici à surmonter les répercussions du Covid-19, a estimé l'agence de presse américaine Bloomberg dans un rapport publié vendredi sur son site internet. Les économies africaines ont pris le dessus en temps de Covid-19 par rapport aux autres États du monde et sur un total de 54 pays africains, 7 affichent une croissance des plus rapides au monde, à savoir l'Éthiopie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Rwanda et le Kenya, détaille Bloomberg, justifiant cela partiellement au fait que la pandémie a amélioré la compétitivité de ces derniers en accélérant leur conversion d'exportateurs de ressources naturelles en centres impliqués dans l'activité à distance. Selon Bloomberg, 1300 sociétés implantées en Afrique sont cotées dans les différentes bourses et les opérateurs de télécommunications bénéficient d'une forte présence dans le continent avec une valeur marchande en 2020 de 29% contre 13% 10 ans plus tôt. Les pays africains, dont l'Égypte, ont fait preuve également de plus de résilience face au Covid-19 et le virus a été contenu dans certains grands pays du continent, à l'image de l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie, où les taux de contamination sont au plus bas depuis avril et en mai dernier, selon l'université Johns Hopkins. Le Fonds monétaire international a pour sa part annoncé que l'économie égyptienne est la 4e mondialement en matière de performance et devrait enregistrer une croissance de 3,5% sur l'ensemble de l'année 2020. Le marché des actions au Nigeria a réalisé en 2020 la meilleure performance boursière de toutes les places financières du monde et son indice principal, qui regroupe 153 sociétés, a enregistré 27% de recettes dans le courant de la même année, précise en outre l'agence américaine Bloomberg. Dr Hicham Mourad, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Là, l'agence de presse américaine Bloomberg a rendu hommage à la politique économique en Égypte durant la crise du Covid-19 et a qualifié l'Égypte comme l'une des 10 économies au monde qui a remporté une croissance positive durant cette période très difficile au monde. Comment vous évaluez? Qu'est-ce que l'Égypte a fait exactement? En fait, ça c'est le fruit
je dirais, du programme de réforme qui a été mis en place avec l'accord du FMI et de la Banque mondiale de 2016 jusqu'à 2019. Et ça s'est terminé en fin 2019. Pour diversifier, pour relancer les exportations, etc. Il y a tout un programme très strict d'ailleurs que l'Égypte a bien appliqué. Et c'est grâce à ça que l'économie égyptienne a pu résister mieux que les autres. D'ailleurs, l'économie égyptienne est la seule dans la région de la MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui réalise une croissance évaluée normalement qui devrait être aux alentours de 2,6, quelque chose comme, ou 2,2, entre 2,2 et 2,6 en 2020, cette année. On attend bien sûr les résultats, les chiffres officiels à la fin de l'année, mais normalement il devrait dégager une croissance positive. À l'exception, malgré toutes les difficultés liées au Covid, au ralentissement commercial, au ralentissement économique, etc. Bien sûr, tout le monde sent ce ralentissement de l'activité économique et commerciale, mais grâce à ce programme qui a rendu l'économie égyptienne plus résistante, je dirais, plus diversifiée, c'est-à-dire qu'il puisse éventuellement, même si par exemple il y a une baisse du tourisme, mais d'autres secteurs arrivent à surmonter la crise. Je parle par exemple du secteur de télécommunications, par exemple, qui a connu un boom très important, bien sûr, en profitant, bien sûr, de l'impact du Covid-19. Bien sûr, la population, de plus en plus, compte sur tout ce qui est à distance, toutes les activités à distance, commerciales et économiques, etc., et même éducatives. Donc, tout ça a contrebalancé, je dirais, les effets négatifs du Covid-19. Très bien. On passe à une autre nouvelle et au nom du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a participé dimanche aux travaux du 14e sommet virtuel extraordinaire de l'Union africaine pour faire taire les armes. Salih Ahmed et Perihan Farouk. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé dimanche aux travaux du 14e sommet virtuel extraordinaire de l'Union africaine pour faire taire les armes au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Les activités du sommet ont commencé par une minute de silence à la mémoire des martyrs et des soldats de la paix et les victimes de la violence en Afrique. Au début de l'allocution qu'il a prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef du gouvernement a transmis les salutations du chef de l'État à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement des pays africains frères et à Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Madbouli a souligné que l'initiative de l'Union africaine de faire taire les armes représente un développement pour le continent afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 pour le développement en Afrique, ouvrant la voie au développement économique et social dans le but d'assurer la sécurité, la prospérité et la paix pour les peuples africains. Le Premier ministre a également déclaré lors de son allocution que l'Égypte accueillait favorablement les recommandations du rapport du président de la Commission qui reflète les résultats de la 13e réunion du comité technique spécialisé pour la défense, la sûreté et la sécurité tenue en novembre 2020 qui a appelé à prolonger la période de mise en œuvre de l'initiative de l'Union africaine visant à mettre terre les armes pour une période de 10 ans. Il a poursuivi que s'attaquer aux racines du terrorisme en particulier et des conflits en général nécessitait une approche globale de développement. À la fin de son allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, Madbouli a exprimé au président Ramaphosa sa sincère reconnaissance et sa confiance que ce sommet produira des résultats positifs qui contribueront à assurer la sécurité, la prospérité et la paix pour les peuples africains.
sûr, à cause du départ du président, ou bien de la visite du président de la République en France, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a présidé, ou bien qui a représenté l'Égypte dans cette conférence extraordinaire qui parle de faire taire les armes en Afrique. Que veut dire ce terme? Bon, bien sûr, l'Égypte maintenant s'intéresse beaucoup à jouer un rôle important et actif sur le continent africain pour plusieurs raisons, y compris bien sûr pour faire taire, comme je viens de le dire, c'est-à-dire trouver des solutions pacifiques et politiques à des conflits qui existent dans plusieurs États africains. Donc le rôle de l'Égypte, elle doit l'assumer parce que l'Égypte veut bien jouer un rôle important dans le continent africain et du coup les conflits ou faire taire les armes dans les conflits dans plusieurs États africains est une priorité, bien sûr. Priorité parce que sans stabilité politique, sans stabilité sécuritaire, il n'y aura plus de développement, il n'y a rien. Et puis bien sûr ça draine et consomme beaucoup de ressources des États africains. Donc l'Égypte doit être présente et être là, surtout que l'Union africaine aussi fait une médiation concernant le conflit avec l'Éthiopie sur la question du partage de l'eau et le barrage de la Renaissance. Donc l'Égypte se doit d'être présent parce que sur tous les fronts, je veux dire, concernant les questions importantes, et pas seulement la question des eaux du Nil, hein, mais il faut qu'il soit bien sûr présente sur tous les autres fronts, notamment les questions de développement et les questions, bien entendu, très prioritaires des règlements politiques s'il s'agit de conflits qui éclatent ici ou là dans certains pays africains. Donc l'Égypte doit être là, c'est pour cela que sa présence est importante pour l'Égypte, parce que c'est une sorte de, comme on dirait toujours dans le sens politique, c'est un réservoir. L'Afrique est un réservoir stratégique et diplomatique pour l'Égypte dans les instances internationales, mais pas seulement parce que l'Égypte appartient à l'Afrique et elle doit être active comme elle est au Moyen-Orient et dans le monde arabe, elle doit être également active en Afrique. Je crois que même tout le monde, je parle occidental et oriental, si on trouve que la Chine et l'Union européenne et les États-Unis, ils font des concours pour s'emparer du marché africain, des projets en Afrique. Alors, Exactement, parce que l'Afrique est maintenant, et je dirais, je n'ai pas un champ libre, mais en tout cas, c'est un champ de compétition entre grandes puissances. Notamment la Chine, Exactement. les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, ou par certains, surtout les anciennes puissances coloniales, la France, etc. Donc l'Égypte aussi doit garder sa présence et être présent, en tout cas être là, pour contribuer à des missions de maintien de la paix, ou on doit être présent s'il s'agit éventuellement du sort ou de l'avenir de certains États africains, de l'Afrique. Développement, bien entendu. On passe à notre dernier sujet, ou notre débat pour ce soir. Il s'agit qu'au terme de sa visite en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu aujourd'hui par son homologue français Emmanuel Macron. Le président el-Sisi a affirmé que les discussions avec le président français Macron était franche et transparente et reflétait la convergence de vues entre l'Égypte et la France. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Macron, le président el-Sisi a déclaré que les discussions ont porté sur l'augmentation des investissements français en Égypte et l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, de même que des aspects de la coopération militaire entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part déclaré que la visite du président égyptien est la preuve de la forte et profonde relation entre les deux pays. Salih Hamed et Mohamed Al-Houmoussani nous donnent les détails. Une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui à l'Élysée entre le président el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, au cours de laquelle le chef de l'État a remercié son homologue à son invitation tout en exprimant son appréciation pour l'accueil chaleureux depuis son arrivée à Paris, ce qui met l'accent, selon le chef de l'État, sur les relations distinguées d'un caractère stratégique et une amitié qui se prolonge sur tous les domaines. Les deux dirigeants ont examiné en détail tous les moyens de coopération dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement et les moyens de les développer afin d'atteindre un niveau distingué de relations politiques entre les deux pays qui a connu un saut qualificatif ces dernières années.
À cet égard, le président Sisi a affirmé que les deux parties se sont mis d'accord sur l'importance de travailler ensemble afin d'augmenter le taux d'investissement français en Égypte et de bénéficier des géants projets qui sont en cours, tout en affirmant la nécessité de promouvoir l'échange commercial entre les deux pays en ouvrant la porte devant les exportations égyptiennes dans le marché français, outre le renforcement de la coopération dans les secteurs économiques les plus importants, surtout au domaine de l'enseignement pré-universitaire et l'enseignement universitaire et les communications, les applications de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la transformation numérique, le transport, la santé et l'infrastructure. M. Sisi et Macron ont examiné aussi les aspects de la coopération militaire, les moyens de renforcer les relations culturelles et scientifiques, ce qui reflète le grand héritage de la culture et de la civilisation. Le président Sisi a souligné avoir évoqué l'importance d'augmenter l'afflux de tourisme français vers les destinations touristiques à Hurghada, Sharm el-Sheikh, Luxor et Assouan, à la lumière des mesures de précaution strictes appliquées par l'Égypte à ces sites, louant la décision du président Macron de reprendre les voyages touristiques entre les deux pays à partir du 4 octobre. Les pourparlers entre les deux homologues ont été une occasion importante d'affirmer la nécessité d'une action conjointe pour encourager la diffusion des valeurs de tolérance, de modération et de coexistence entre les religions, les civilisations et les peuples, et pour lutter contre les phénomènes d'extrémisme, du terrorisme, de la haine d'autrui et du racisme, ce qui contribue à promouvoir le dialogue entre les religions et les différentes cultures. Le président Sisi a également souligné la nécessité de ne pas relier le terrorisme à aucune religion, de ne pas offenser les symboles et croyances sacrées et l'importance de différencier entre l'islam en tant que grande religion divine et les pratiques de certains éléments extrémistes qui revendiquent un nom à l'islam pour justifier leurs crimes terroristes. Les entretiens entre les présidents Sisi et Macron étaient aussi témoins d'un dialogue approfondi sur les questions des droits de l'homme, du racisme et de l'islamophobie, à la lumière de ce qui se passe sur le continent européen et dans la région du Moyen-Orient, des défis croissants, les troubles et les conflits armés, ce qui impose une grande responsabilité d'équilibrer entre le maintien de la sécurité et la stabilité intérieure, d'une part, et la préservation des valeurs des droits de l'homme dans leur sens large d'autre part. En revanche, les situations régionales en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient et dans la région africaine ont reçu une grande priorité au cours des longues discussions entre les deux dirigeants à la lumière de ce qu'elles représentent de nombreux défis et des risques croissants sur la sécurité nationale des deux pays, des intérêts communs. Les deux chefs d'État ont également évoqué les efforts actifs pour régler pacifiquement les différends régionaux sur la base des décisions de légitimité internationale et de l'importance de créer un environnement approprié pour la reprise du processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes conformément au mandat convenu et au principe de la résolution des deux États aboutissant à l'établissement d'un État palestinien aux frontières de 4 juin 1967 et en Jérusalem-Est comme capitale. Et Sisi et Macron ont abordé aussi tous les aspects de la crise libyenne, ajoutant que le seul moyen de parvenir à la stabilité de ce pays frère est de préserver son intégrité territoriale. Les derniers développements des négociations sur le barrage de la Renaissance ont également été abordés, ainsi que les efforts égyptiens visant à parvenir à un accord juridiquement contraignant et équilibré, prenant en compte les intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. Dr Hicham Mourad, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Là, une visite très importante, la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France, sa réunion avec les responsables français, surtout avec Emmanuel Macron. C'est très important en ce moment. Je veux commencer avec les relations bilatérales franco-égyptiennes et quels sont les intérêts des deux pays dans cette visite, à cause de cette visite. Oui, bien sûr, c'est une visite très importante, c'est une visite d'État, c'est la plus haute visite que la France organise à des hôtes étrangers.
Le président Fattah al-Sisi va rencontrer normalement presque tout l'éventail, je dirais, des responsables, responsables au Parlement, bien sûr le gouvernement, le Parlement. Il a rencontré également la ministre de la Défense. Il rencontre également des chefs d'entreprise, des chefs des grandes entreprises françaises. Donc il y a, tout a été couvert en quelque sorte pendant cette visite. Hein, toutes les différentes dimensions, les différents aspects de la coopération et des rapports bilatéraux entre les deux pays. Bien sûr, les rapports bilatéraux sont très importants et ils ont connu un bond en avant depuis 2014-2015. Très important, donc il y a eu l'échange commercial, les rapports commerciaux et économiques entre les deux ont connu un bond en avant, clairement, y compris également, puisqu'on parle de relations bilatérales, y compris dans le domaine de la défense. Également, il y a un bond sans précédent dans la coopération militaire et de défense entre les deux pays. Oui. Bien sûr, il y a les achats d'armes, bien sûr, ce qui a fait que la France était de 2014 jusqu'à 2017 le premier fournisseur d'équipements militaires à l'Égypte, dépassant les États-Unis, hein, qui était bien sûr le numéro 1 toujours, et même la Russie également. Hein. Donc, on a vu bien sûr le marché des Rafales, le Mistral, etc., et d'autres frégates, etc. Donc, il y a une coopération militaire très importante. Et je rajouterai à cela que la France participe maintenant à des exercices militaires, des manœuvres militaires. La dernière en date, il y a quelques jours, en Méditerranée orientale, justement pour la première fois que la France participe à des manœuvres conjointes. L'Égypte avait l'habitude depuis plusieurs années, depuis 2015 à peu près, d'organiser ou de participer à des manœuvres militaires avec la Grèce, avec la Grèce, Chypre et l'Égypte. On est les trois pays qui participent. Cette fois-ci, il y avait la France et les Émirats qui ont participé également à ces exercices militaires. La France participe également à des exercices militaires aéronavals en mer Rouge ces dernières années. Donc on voit ça, ce sont des éléments nouveaux qui n'existaient pas avant. Hein. Il y avait même une coopération, mais pas à ce point. Donc il y a cette coopération militaire est très étendue. Bien sûr, elle se justifie par le contexte de la région, qui est bien sûr émaillé par plusieurs conflits, etc. On avait la guerre au Yémen, qui peut menacer éventuellement le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui explique qu'il participe à des manœuvres en mer Rouge. Et en Méditerranée orientale, bien sûr, on sait la politique de provocation, entre guillemets, de la Turquie en Méditerranée orientale. Il y a également le conflit en Libye. Donc, tout ça justifie ce renforcement de coopération militaire. C'est l'aspect le plus, parmi les aspects les plus importants, mais également au niveau économique et commercial. Également, il y a un boom, en quelque sorte, comme ça, un bond en avant de la coopération dans ce domaine. Rien que, par exemple, les grands projets, les méga-projets en Égypte, par exemple, le métro du Caire, il y a maintenant les constructions de 3e ligne et 4e ligne, etc. Et la France était à la base, bien sûr, de la construction du métro du Caire. Donc il y a une coopération très étendue dans les différents domaines commerciaux. Ce qui a été exprimé par les deux chefs d'État aujourd'hui, quand ils parlaient des relations bilatérales, avant de parler des conflits régionaux et la concordance ou bien la coopération entre la France et l'Égypte sur ce point. Là, si je commence par des déclarations de la part des deux chefs d'État concernant la Libye. Alors, ils ont mis l'accent sur leur coopération en Libye. De quoi il s'agit, à votre avis ? La Libye, actuellement, elle est en guerre civile, en conflit militaire depuis plusieurs années, depuis 2011, je dirais. Bien sûr, ce conflit a pris plusieurs aspects, ça a changé depuis le temps de la chute de Kadhafi en 2011. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un conflit armé, il y a deux camps qui s'opposent, et la France et l'Égypte se rangent d'un côté, le côté des forces de l'armée nationale libyenne. Les deux pays cherchent une solution politique qui met un terme à ce conflit dévastateur, et pour plusieurs raisons. Ils sont en accord sur plusieurs principes qui gouvernent éventuellement le règlement de cette crise. Il y a d'abord la volonté, la détermination de mettre un terme à la propagation de l'extrémisme religieux ou l'usage de mercenaires ou l'arrivée de combattants étrangers. Bon, on sait très bien qu'il y a derrière la Turquie qui fait essentiellement ça en envoyant des combattants syriens.
ça on le sait. Donc il y a ce côté, c'est-à-dire limiter au maximum, endiguer le danger de l'extrémisme religieux en Libye. C'est un premier intérêt, premier enjeu. Et puis également éviter que la Libye ne devienne également un abcès ou un point de départ de l'immigration clandestine vers l'Europe. Oui. Bon, bien sûr, on le sait depuis plusieurs années, la Libye, elle l'était à cause de ce conflit qui existe, bien sûr. Donc il y a deux grands intérêts concernant par exemple, le conflit en Libye. C'est de limiter et empêcher que la Libye se transforme en sorte d'abcès ou de pôle d'exportation déjà que l'extrémisme religieux soit implanté en Libye et puis après l'exporter ailleurs. Et puis également empêcher que la Libye soit un point de départ pour l'immigration irrégulière ou l'immigration clandestine. Ça, c'est bien sûr deux aspects majeurs. Et puis, je dirais que c'est pas tout... On ne peut pas dire que c'est loin ou c'est étranger à un autre facteur qui est l'exploitation du gaz naturel dans le Méditerranée orientale. Parce que, bon, récemment, c'était en novembre 2019, il y avait un accord de démarcation de la frontière entre la Libye et la Turquie qui enfreignent en quelque sorte, qui empiètent aux frontières maritimes des pays comme la Grèce ou Chypre. Et ça empêche, ça pose un problème. Donc, il a un lien avec la Libye, je veux dire, parce que finalement, il y a la France existe en Libye aussi. C'est un accord turco-libyen, finalement, mais qui a des répercussions sur une autre région qui est la Méditerranée orientale et les possibilités, le potentiel d'exploitation du gaz naturel. Et cet accord pose des problèmes, des difficultés aux possibilités d'exploitation et de coopération régionale pour l'exploitation ou l'exportation de cette ressource très précieuse que la France a besoin. D'ailleurs, la France a fait une demande au début de cette année pour participer au forum du gaz naturel de la Méditerranée orientale, qui s'est transformé en janvier dernier d'ailleurs en une organisation intergouvernementale, et elle veut y faire part. Donc, parce qu'elle a besoin du gaz de cette région, comme l'Italie qui en fait partie, comme la Grèce qui en fait partie, et les trois pays sont les trois pays européens, et Chypre d'ailleurs, et qui font partie également de l'Union européenne. Donc la Libye, c'est un peu à la croisée de plusieurs problèmes régionaux, et pas seulement une question de la Libye en elle-même, c'est-à-dire le conflit qui existe en Libye, mais au-delà, il y a des répercussions régionales. La question de l'immigration irrégulière et clandestine, la question du gaz naturel, et tout ça, bien sûr, peut être réglé ou pas réglé en fonction de ce qu'on peut pouvoir arriver concernant le règlement éventuel du conflit. Et je rajoute quelque chose également. Il y a un deuxième facteur qui fait que la question libyenne a pris de l'ampleur ou de l'importance actuellement, c'est qu'il y a il y a une relance de l'activité ou de la diplomatie. Il y a plusieurs rencontres maintenant entre protagonistes libyens qui sont accueillis dans plusieurs pays. L'Égypte en a accueilli un certain nombre de réunions, la Tunisie, le Maroc, la Suisse. Et ils ont rencontré plusieurs des protagonistes et des parties au conflit. Donc il y a du mouvement, il y a de l'action, et ça veut dire qu'éventuellement ces concertations, ces négociations, ces pourparlers pourraient éventuellement aboutir à un règlement politique. Donc la France et l'Égypte doivent être également présents pour s'assurer que finalement le produit final de ces discussions, s'il aboutisse un jour, soit dans la bonne direction. Ben ça c'est concernant la Libye, mais en même temps les deux chefs d'État ont traité de la région méditerranéenne aussi, une coopération franco-égyptienne dans cette région. De quoi il s'agit là? C'est toujours le gaz naturel. Bien sûr, le gaz naturel occupe une place à part, une place très importante, parce que c'est un élément nouveau. Les découvertes de gaz naturel sont des découvertes récentes. L'Égypte, elle est la première
productrice de gaz naturel dans la région. Elle a le plus de potentiel par rapport aux autres États, mais il y en a d'autres. Bien sûr, il y a Chypre, il y a Israël. Ils sont les 3 pays qui sont concernés par cette manne gazière. Mais l'Égypte, elle est la première. Elle est le siège de cette nouvelle organisation qui vient de naître au début de cette année. Et elle est au centre de cette coopération. Rien ne peut vraiment se faire d'une façon avec une étendue ou avec les résultats escomptés que s'il y a une coopération régionale. C'est-à-dire la construction des oléoducs et une coopération régionale ici pour pouvoir, parce que ça nécessite, pour bien exploiter le gaz naturel, ça nécessite beaucoup d'investissements. Et les investissements ont besoin, je dirais, d'une sécurité, de la sécurité et du calme, et ont besoin de la participation de plusieurs parties. Donc tout ça fait que la région devient sensible à toute perturbation qui vient de l'extérieur. Et bien sûr, pour la France, c'est un enjeu majeur, et pour l'Égypte aussi. Pour l'Égypte, c'est une ressource importante qui va générer des revenus très importants. Pour la première fois, l'Égypte devient une grande productrice ou d'exportatrice de gaz naturel. Ça va générer des revenus très importants, très recherchés en ce moment. Et la France aussi, elle ne produit pas du gaz naturel, elle est dépourvue de ressources en énergie. Elle importe essentiellement de la Russie. Il y a un besoin, pas seulement pour la France, mais l'Union européenne en général, de diversifier leur approvisionnement, parce qu'ils comptent énormément sur la Russie. Et ils ont des problèmes avec la Russie. Je parle des États de l'Union européenne. Donc, une région d'exportation ou de production et d'exportation très proche de l'Union européenne, en Méditerranée, justement, attire l'intérêt des États européens, et notamment la France, et qui cherche bien sûr à exploiter ça et à en profiter, en quelque sorte. Donc c'est très important pour la France aussi que ces projets de coopération gazière soient bien menés à terme. Là, les 2 chefs d'État ont évoqué la question libanaise, et le président Abdel Fattah al-Sisi a fait un appel aux responsables libanais, ou bien au peuple libanais, de coopérer pour voter pour un nouveau gouvernement pour accalmer la situation au Liban. Comment l'Égypte et la France peuvent coopérer, et je rappelle que l'Égypte, bien sûr, est une sœur du Liban, et la France est un grand ami vraiment du Liban. Comment ils peuvent coopérer pour arriver à la stabilité du Liban? Écoutez, une des causes, je dirais, des 2 problèmes du Liban, bon, c'est un petit pays qui souffre un peu de faiblesse des institutions, et que l'un de ces problèmes, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interventions étrangères qui sont un peu contradictoires et qui ne vont pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que s'entendre sur la formation d'un gouvernement libanais pose problème, parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui viennent de l'extérieur et qui poussent dans des directions différentes, et même contradictoires. Le rôle des pays comme la France et l'Égypte, c'est de contrebalancer, je dirais, ces influences extérieures et ces ingérences extérieures pour faire que les Libanais ou les forces libanaises puissent parvenir à la formation d'un gouvernement qui représente le peuple. Qui représente le peuple et qui commence à se mettre au travail, et régler les problèmes de la population libanaise. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas encore le gouvernement, les forces libanaises n'arrivent pas à former ce gouvernement à cause des divergences et à cause, surtout également, d'ingérences étrangères qui viennent de l'extérieur, qui ont des intérêts complètement contradictoires, et ceux qui cherchent, c'est essentiellement en bénéficier. Donc, ils bloquent parfois, ou ils interviennent pour bloquer ou pour orienter, je dirais, la tournure des événements dans le sens de leurs intérêts. Et le rôle des pays comme la France et l'Égypte est de faire en sorte je dirais, bien sûr, de contrebalancer, encore mieux de neutraliser ces ingérences étrangères pour permettre aux Libanais et aux forces libanaises de se mettre ensemble, d'accord, pour former un gouvernement pour le bien, bien sûr, de la population. Est-ce qu'on a, soit l'Égypte, soit la France, on a une certaine pression sur ces forces extérieures, je sais pas, entre parenthèses l'Iran, bien sûr, entre autres. Est-ce que nous avons cette force de pression
pour, Bien sûr, oui, pour arriver à... Oui, pour l'Égypte, il n'y a pas de relation avec l'Iran. Donc, on peut parler que l'Égypte puisse intervenir auprès de l'Iran, par exemple. Hein. Mais il y a d'autres forces qui sont là. La Syrie aussi a un pouvoir majeur, hein, malgré la guerre civile dans laquelle elle est un peu engluée depuis plusieurs années, qui est depuis 2011 aussi. Mais la Syrie a son mot à dire. C'est un pays voisin, c'est un grand pays voisin. Et a également son mot à dire dans ce qui se passe. Mais qui n'est pas stable aussi. Hein? La Syrie n'est pas vraiment stable pour... N'est pas stable, oui. N'est pas stable. Mais c'est un petit peu le petit frère de la Syrie. Et elle peut également jouer un rôle constructif, si elle le veut, dans ce sens. Et pour la Syrie, l'Égypte, je pense, a des canaux de communication avec elle qui peuvent... Parce que la Syrie a des alliés libanais à l'intérieur du Liban. Tout à fait. Et elle peut contribuer, elle peut jouer un rôle dans ce sens aussi, hein, malgré le rôle qui peut aller dans un autre sens, dans le sens contraire de l'Iran, par exemple. Non, mais l'Iran a de bonnes relations, soi-disant de bonnes relations avec la France, surtout avec le départ du président sortant Trump. Là, il y aura encore une fois une discussion à propos du nucléaire iranien. Alors, c'est ça le rôle de la France, vous trouvez? Oui, bien sûr. Maintenant qu'on s'attend que, bien sûr, le nouveau président américain, Joe Biden, prenne le pouvoir en janvier et qu'il y a une reprise, une relance des négociations, des discussions et qu'il commence à reprendre langue avec les Iraniens sur le dossier nucléaire et les autres. D'ailleurs, les Français n'ont jamais vraiment couper les ponts avec les Iraniens. C'est-à-dire les puissances européennes... Les investissements. Non, jamais. Oui. Les puissances européennes, la Russie, la Chine, ils investissent, ils continuent leurs rapports commerciaux ou autres. C'est vrai que les sanctions américaines ont fait peur aux Européens, donc ils ont cessé leur coopération économique. Ils ont eu peur, les sanctions, parce qu'ils peuvent être pénalisés. Les sociétés françaises européennes qui travaillent en Iran peuvent être pénalisées des sanctions américaines. Mais maintenant que les choses commencent à se calmer un petit peu, mais même malgré cette interruption, je dirais, enfin interruption pas totale, des rapports commerciaux et économiques avec l'Iran, le dialogue politique n'a jamais été interrompu. Je veux dire, entre l'Europe et l'Iran. Tout à fait. Et il y a eu bien sûr plusieurs rencontres qui ont lieu, etc. Maintenant, c'est virtuel, ça se fait virtuellement, à distance, mais ils n'ont jamais vraiment coupé la discussion et le dialogue avec l'Iran. Donc, ils peuvent jouer un rôle à ce moment-là, surtout en faisant miroiter ou en utilisant comme monnaie d'échange cette reprise attendue des négociations sur le nucléaire et sur d'autres questions aussi, y compris la politique régionale de l'Iran. Voilà. C'est parmi les sujets de discussion que tout le monde demande, y compris la France, y compris les États-Unis, maintenant, avec la nouvelle administration qui va se mettre en place. Et ils demandent pas seulement le nucléaire, mais aussi deux choses. Il y a le programme de missiles, le missile balistique qu'on appelle, et aussi qui était en dehors de l'accord, mais qu'ils veulent maintenant inclure, et aussi la politique régionale de l'Iran, généralement, y compris au Liban, y compris au Yémen, y compris en Irak, ainsi de suite. Un autre dossier qui a été discuté entre les deux dirigeants, c'est le terrorisme. Et si on parle du terrorisme, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué quand même le terrorisme en Afrique, au Sahel, dans quelques pays de l'Afrique noire et de l'Afrique du Nord. Alors, comment ils peuvent coopérer sur ce point, surtout que la France existe avec des forces en Afrique? Bien sûr, bon, pour l'Égypte, la question du terrorisme est une question, je dirais, pas seulement interne, mais c'est une question, bien sûr, à laquelle il tient vraiment au niveau régional, bien entendu, du monde arabe et Moyen-Orient, mais aussi continental, c'est-à-dire également en Afrique. Je dirais que c'est une question globale qui intéresse l'Égypte ou le Caire. C'est presque pareil aussi pour la France. La France, elle était parmi les pays européens les plus touchés par le phénomène de terrorisme, bien sûr, tout le monde le sait, plus que d'autres pays européens. Donc, elle y tient également. La France elle a une présence via ses anciennes colonies, surtout notamment au Sahel, mais en Afrique occidentale aussi. Elle a une présence, comme vous l'avez bien remarqué, elle a une présence militaire dans la région du Sahel. La région du Sahel, il faut bien le préciser, c'est une région qui est juste limitrophe des pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les pays arabes, et qui sont la Libye, entre autres. Donc, toute déstabilisation ou toute expansion du terrorisme ou de l'extrémisme religieux dans ces pays peut également
influencer et se répercuter sur la situation en Libye, entre autres. La Libye, c'est un pays voisin pour l'Égypte, où il y a 1115 kilomètres de frontières communes, désertiques, avec une région peu peuplée. Et donc, on a eu déjà des infiltrations dans cette région pour l'Égypte. Donc, l'Égypte s'intéresse aussi à endiguer, à juguler l'extrémisme religieux dans ces pays qui se nourrit en quelque sorte. Ces pays sont essentiellement des pays pauvres, on doit le dire. Donc ces mouvements se nourrissent un petit peu de la pauvreté, de l'instabilité éventuellement politique ou militaire, et pour se propager, pour pulluler et se multiplier. Donc les deux pays, ce sont des zones d'influence, ces régions pour la France, et pour l'Égypte, c'est également, il y va de son intérêt national, je veux dire, de sa sécurité, de son intérêt régional. Donc les deux se retrouvent sur ces enjeux, sur ces intérêts-là, et il y a une coopération dans l'échange des renseignements, comment il peut, bien sûr l'Égypte a plus d'expérience dans le sens, elle connaît très bien les mouvements religieux, bien sûr, etc., comment ils se comportent, comment ils évoluent, etc. C'est en Afrique, l'Égypte est un pays africain aussi, elle a une présence, en tout cas une présence politique très importante dans le continent, et la France, elle trouve que l'Égypte est un partenaire tout à fait fiable dans la lutte contre l'extrémisme religieux ou le terrorisme. En général, comment vous évaluez cette visite après tous ces sujets qu'on a discutés, que les deux dirigeants ont discutés, après qu'on a traité vraiment de tous les problèmes régionaux et d'intérêt commun entre la France et l'Égypte. Comment vous évaluez cette visite? Cette visite, c'est une visite très importante. Elle vient, je dirais, à un point nommé. C'est-à-dire, vous avez plusieurs, on en a discuté en détail, plusieurs dossiers régionaux, mais aussi bilatéraux, qui sont à l'œuvre, qu'on est en train de discuter, et une visite au plus haut niveau donne, je dirais, un encouragement et une détermination pour qu'il y ait une relance, pas seulement au niveau bien sûr bilatéral, mais aussi au niveau régional. Vous avez des intérêts, bien sûr, des dossiers régionaux très importants et qui, je dirais pas, qui ne peuvent pas attendre. Qui ne peuvent pas attendre. Maintenant, comme je viens de dire, par exemple, en Libye, il y a des discussions qui sont en cours depuis déjà plusieurs mois. Donc, il faut absolument agir. Il faut agir. C'est-à-dire, ce sont des discussions, enfin, des dossiers sur lesquels il faut agir. Le Liban, par exemple, vous avez une situation explosive. C'est urgent. C'est très urgent. Il faut absolument agir. Donc, quand on veut agir vraiment, on a une détermination de le faire, et il faut le faire au plus haut niveau. Parce que au plus haut niveau, ça donne justement à tous les autres responsables que la direction politique est bien engagée et bien déterminée à faire avancer ces dossiers. Très bien, je vous remercie beaucoup, Dr Hicham Mourad. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Je vous remercie pour ces éclaircissements, ces explications concernant la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en France et bien sûr ses résultats. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Et en même temps, j'aime répéter l'appel du président de la République aux Français de venir passer leurs vacances ici en Égypte, qui est très en sécurité, surtout quand même concernant le Covid-19. Je vous remercie. Très bonne soirée. Au revoir.